Les antipodes. Et bonsoir, bienvenue dans le Rendez-vous de l'étrange, je suis Hop, et pour cet épisode, je ne suis pas tout seul, je suis avec Solène. Bonsoir Solène. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va, et toi ? Bah très bien. Alors juste pour info, parce que je pense que nos auditeurs ne te connaissent pas, alors, on fait la petite histoire, t'es venu me voir sur Instagram pour me proposer des sujets, parce que j'avais fait un appel à volontaires dans un ancien épisode. Suite à ça, il y a Grégory qui est passé pour parler de l'histoire de Rennes-le-Château. J'ai eu vachement de bons retours. Et du coup, toi aussi, t'es venu me proposer des histoires, enfin des sujets. Et ce soir, tu vas nous parler de quoi ? Alors du coup, ce soir, je vais vous parler du radeau de la Méduse. En fait, je t'avoue, je connais la peinture. Oui, elle est connue quand même. Voilà, tu vois, mais je connais pas l'histoire derrière. Je suis pas très fort en histoire, du coup, j'ai hâte en fait que tu me racontes tout ça. D'accord, c'est super du coup. Mais avant de passer à ton sujet, juste un petit rappel, le Rendez-vous de l'étrange est disponible en podcast, mais aussi en vidéo sur YouTube. Donc si vous voulez voir nos têtes, le lien vers la vidéo, il est disponible dans la description. Bah, écoute, je te propose qu'on y aille, donc c'est quand tu veux. Donc on a dit donc c'est le radeau de la Méduse, donc comme tu l'as dit, ça fait surtout penser à une peinture, mais cette peinture-là en fait elle s'inspire d'un drame aquatique, enfin un drame aquatique, un naufrage qui a eu lieu en fait en juillet 1816. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte historique, c'est la période qu'on appelle la Restauration, donc c'est celle en fait qui arrive après Napoléon Bonaparte. Et en fait, un roi revient sur le trône de France, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Restauration, parce qu'on restaure la monarchie, en gros. Et c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII, quand il arrive sur le trône, il a un petit peu envie de réaffirmer la puissance de la France. Et c'est pour ça en fait qu'un convoi maritime va être envoyé pour récupérer en fait des colonies, parce que à cette époque-là, pour réaffirmer la puissance d'un pays, c'est les colonies. Et donc là, c'est celles de l'Ouest africain et du Sénégal qui ont été en fait cédées sous l'Empire aux Britanniques et qui doivent être récupérées par la France à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'une flotte va partir le 17 juin 1816 du port de Rochefort, donc en France. Ils sont 4, donc il y a l'Écho, la Loire, l'Argus et la Méduse, du coup. La Méduse, c'est un navire amiral, donc c'est à cette époque-là en fait le plus rapide, le bateau qui va le plus vite, c'est celui qui est souvent envoyé pour les cargaisons de guerre, etc. Et il y a un commandant qui est choisi pour ce passage-là, enfin ce voyage, qui s'appelle Hugues de Chaumarès. Je sais pas si je le dis bien. Et ce choix, en fait, il est un peu discutable même à l'époque parce que Hugues de Chaumarès, en fait, ça fait entre 20 et 25 ans qu'il a pas navigué, donc il est c'est pas vraiment le plus qualifié à ce moment-là. Mais c'est un homme qui a toujours défendu la monarchie et donc c'est un peu pour ça qu'il se retrouve un peu là. On fait passer sa place politique un peu avant ses compétences. Il est dans les petits papiers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a des bons contacts et puis il arrive à se retrouver là. Ok. Et donc, on n'a pas beaucoup de déroulement. On sait pas trop comment se passent les premiers jours sur la mer, mais on sait que Hugues de Chaumarès, il décide de séparer en fait les 4 navires qui devaient à la base naviguer ensemble, mais là non, il décide que les 4 vont un peu aller à leur vitesse parce que il y a un petit peu d'orgueil, je pense, derrière. En fait, comme la Méduse va le plus vite, il veut arriver avant les autres, quitte à emprunter des idées qui sont pas vraiment les bonnes. Il décide par exemple de longer les côtes où il y a donc moins de profondeur au lieu de suivre les voies larges pour gagner un peu de temps. Et il a aussi en fait, selon certaines sources, un peu les mauvaises cartes maritimes. Donc il a pas vraiment les bonnes profondeurs, il sait pas trop où il va. C'est aussi un peu, je pense, dû au fait qu'il a presque 25 ans de trous dans son CV, si on peut dire ça comme ça. Et donc, au bout d'un moment, le drame en fait se produit. On est le 2 juillet et la Méduse en fait, elle se retrouve échouée parce qu'elle a été lancée à vive allure sur un banc de sable en Mauritanie, sur les côtes de la Mauritanie actuelle. Ok. Donc assez rapidement, il faut imaginer à peu près 400 hommes. Ils sont paniqués. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est là, on n'est pas au bon endroit. Et comme plus tôt la décision de séparer les navires avait été faite, qui va venir nous aider ? Donc dans un premier temps, il y a des hommes qui décident en fait de juste rester dans le bateau et se dire que quand la mer va remonter, le bateau va repartir et que ça va aller. Mais non, ça se passe pas comme ça.
Et donc, on va un peu prendre la décision de construire un petit radeau de fortune pour mettre les vivres. Parce qu'il va falloir manger. Il y a des vrais canaux de sauvetage, mais il va falloir placer de quoi survivre, parce qu'il y a quand même une traversée qu'il faut faire. Et donc, c'est comme ça que le radeau de la Méduse va d'abord être fait pour transporter... ouais, c'est ça. En gros, les hommes seront sur les canaux de sauvetage et le radeau de la Méduse sera utilisé pour les vivres. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Sauf que, à l'époque, il y a 400 hommes, et pour 400 hommes, il y a 6 canaux de sauvetage. Parce que, on n'est pas à un siècle où il y a des plans de sauvetage, comme aujourd'hui, il y a un peu partout, on sait où aller s'il y a le feu. Là, non. Donc, il y a plus de bateaux, mais, ouais, il y a des choix qui vont être faits. Et donc, les choix sont un peu hiérarchiques. On va remplir les canaux, mais on va surtout remplir les canaux de la noblesse ou des classes un peu dites supérieures, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là, en tout cas. Et il y a aussi probablement un peu une hiérarchie un peu primaire, qui est celle du plus fort. Celui qui va mettre un coup de poing à son voisin aura peut-être plus de chances d'accéder aux canaux que celui qui reste en retrait. Et donc, on va décider que le radeau pour les vivres va être au final celui pour ceux pour qui il n'y a pas de place. Et on va donc, à ce moment-là, prendre aussi la décision de sacrifier quelques vivres qui auront... et on ne peut pas partir avec. Au final, ceux qui sont... ça reste un bon choix d'être sur ce radeau, parce que tu as quand même de la bouffe à la base, tu vois, dessus. Oui. Sauf que le problème, c'est que le radeau, il a été construit assez vite. Ouais. Il est pas le plus... je pense qu'il n'était pas très beau à voir sur l'eau. Il devait pas être très rassurant de monter dessus. Ouais, c'est des planches de bois vite fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est un petit bricolage, et puis d'un coup, hop, aller dessus, ça va bien se passer. Et donc, cette fois-ci, on va sacrifier les blessés, les malades, ou ceux un peu la main d'œuvre qui était là, mais malheureusement, ils ont pas la chance, ils peuvent pas réclamer une place sur les canaux. Ils sont pas bien nés, ou ils sont pas dans les petits papiers des personnes qui prennent ces décisions, mais eux, ils iront sur les planches de bois. Les planches de bois. Ouais, mais j'imagine que même avec ce radeau-là, il y a plein de personnes qui ont pu aller nulle part. Alors, il y en a qui ont pris la décision, en fait, de rester, de se sacrifier, en fait. Ah oui, de se sacrifier soit carrément. De rester, ou vraiment juste, on se jette à la mer, et puis, c'est tout. On va pas, voilà. Pas une grosse, on sait pas trop comment les décisions sont prises, parce que, les récits, ils viennent des survivants. Donc, probablement que il y a des petites modifications. On a un peu peut-être voulu faire passer ça pour des choix volontaires, alors que peut-être que, pas trop, au final. Et donc, ce radeau, il fait, pour donner une petite idée, 20 mètres sur 7. Donc, c'est quand même un beau radeau. Et ça devient donc la solution dite de secours pour mettre ces gens-là. Mais ils sont pas 4 ou 5, ils sont 150 à peu près. Certains parlent de 147, ça va jusqu'à à peu près 150. Et au début, en fait, on va accrocher le radeau au canot, parce que il a plus facile à dériver. Il est un peu, c'est un truc de fortune. Il est pas là pour sauver des vies, quoi. Et on sait pas trop pourquoi, mais à un moment donné, ce qui relie les canaux au radeau, ça relie plus. Alors certaines théories vont qu'il y avait beaucoup de vagues et que ça s'est brisé, d'autres que c'est le poids du radeau derrière qui a malheureusement fait céder le système. Mais il y a également un peu la théorie du derrière il prenait du poids, ça ralentissait les canaux. Ouais. Est-ce qu'on va pas un peu à la main décider que on se débarrasse d'eux pour nous pouvoir aller, pour eux aller vers probablement une vie. Et en même temps, 150 personnes, c'est tellement énorme. On était à combien de kilomètres du large ? J'ai pas noté l'info, mais on a quand même beaucoup de, il y a du temps à faire. Ils sont pas, j'imagine même bien, ceux sur les canaux sont pas sûrs de survivre, quoi. Ouais. Ils sont là, mais comment ? Et donc, sur ce radeau, même avant d'être un peu relâchés dans la nature, ils sont déjà tous à peu près au niveau du genou dans l'eau. Même avant d'être abandonnés, ils sont déjà en très mauvaise posture pour survivre. C'est de l'eau salée, donc ça mange un peu les peaux. Et ils ont dû aussi, à ce moment-là, comme ils sont nombreux dessus, ça s'affaisse un peu dans l'eau. Ils ont aussi, à ce moment-là, pris la décision de jeter des tonneaux d'eau propre, de nourriture. Il reste quelques petits biscuits, mais qui sont complètement ramollis par l'eau, quoi. C'est pas fou. Et donc, si on imagine la théorie ils ont décidé de sacrifier les 150 personnes, c'est un peu, des gens dans les canaux se disent, bon, là, on est un peu ralenti, et si on se débarrassait des poids morts qui vont probablement le devenir si on se débarrasse d'eux, de toute façon.
Et donc, là, le canot, le radeau part à la dérive, on s'imagine que les choses doivent aller très vite à s'envenimer. On a 150 personnes qui sont en train de se douter que la mort est pas loin, quoi. Ils vont pas survivre dans ces conditions-là. On peut s'imaginer aussi un principe, le primaire de l'homme, en fait, la loi du plus fort a sûrement régné à ce moment-là. Il y a eu des bagarres qui ont dû exploser parce que il y a pas beaucoup de quoi vivre, il y a pas beaucoup de boissons ni de nourriture et de place aussi parce que plus on est nombreux, plus le canot va dans l'eau. Ouais, c'est ça, faut libérer du poids, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, on a libéré deux, trois petits barils d'eau. Mais bon, si on pouvait libérer les 2-3 personnes qui sont à l'arrière, c'est sûr que ça allège un petit peu, je pense. Ça doit être un peu le Squid Game de l'époque, en fait. Oui, c'est ça. Celui qui tiendra le plus longtemps arrivera, ou on ne sait pas, mais arrivera peut-être quelque part. Et donc là, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on sait que à peu près 13 jours après, parce qu'il faut le préciser, mais le capitaine Chaumaré, ouais. c'est à peu près ça. Lui, il est pas allé sur le radeau, hein, il est monté dans un petit canot et puis hop, il est parti. Et une fois qu'il arrive, l'Argus, donc un des 4 qui avait pris la mer en même temps, est là aussi et il les envoie pour aller rechercher. Alors pas aller rechercher les vies ou les hommes qu'il y a sur le radeau, mais l'or, parce qu'il y avait un peu d'or dessus. Ah oui, donc d'accord. il faudrait aller le récupérer si c'est possible. Et donc, l'Argus part et ne va pas les voir une première fois. Et une seconde fois, il va se rendre compte que il y a des choses qui bougent en fait sur ce truc en bois qui a l'air de flotter tant bien que mal. Et ils sont 15, enfin une petite quinzaine. Ouais, parce qu'il y en a qui sont restés. Oui. Alors, dans quelles conditions ils sont restés? Oui, pardon, je pensais que tu parlais de la méduse, mais là tu parles du radeau. Oui. Ok. Oui, du radeau. Okay. Au milieu de l'eau flotte une quinzaine de personnes. Okay. Alors, je pense qu'ils n'ont pas l'air très en forme de loin. Ils viennent de passer 13 jours sous un soleil tapant au mois de juillet en plus de ça. Donc, vraiment, on est avec la faim, la soif. Et donc, ils les récupèrent. Ils sont maigres, ils sont brûlés. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je crois, l'eau de mer, en fait, a rongé les tissus, en fait. Ils avaient les extrémités complètement... Il devait pas être beau à voir, quoi. Ouais, je pense que c'était pas un spectacle très réjouissant. Sur ces 15-là, en fait, dans les semaines qui vont suivre leur sauvetage, 5 vont mourir. Parce que, probablement qu'ils avaient atteint une dégradation qui était telle que, il y avait plus grand chose à faire, même au moment où ils ont été retrouvés. Et là, les récits de ces 15, du coup 10 ou 15 survivants vont commencer un peu à sortir dans la presse, dans les médias, de l'époque. Et on va parler donc de faim, de soif. Et la soif, ils vont prendre une décision qui est, je pense, une des pires en termes de survie, c'est de boire l'eau de mer. Sauf que du coup, ça les déshydrate encore plus. Ils ont probablement tous peur pour leur vie. La mer, l'océan dans lequel ils sont en train de flotter, il y a des requins, donc ils ont probablement peur également de ça. Et il va y avoir des noyades, alors accidentelles, volontaires, ou peut-être un peu, petit peu poussé. Oui, on a peut-être un petit peu poussé le voisin vers la sortie. Il y a des récits de violence, de bagarres qui éclatent, donc on imagine déjà une bagarre dans une maison, ça fait déjà du bruit, mais alors sur un radeau qui flotte avec des gens brûlés par le soleil, affamés et qui n'ont pas bu depuis quand même un bout de temps, ça doit avoir quand même une forme assez particulière. Et puis le soleil qui a complètement brûlé la peau, là on parle d'exposition au soleil complète, plus l'eau qui est probablement donc salée, déjà irritée, donc on est sur des choses pas très sympas. C'est un petit miracle en fait qu'il reste des survivants en fait, déjà je trouve. Oui, mais le terme miracle, je ne sais pas, parce qu'en fait, on va vite se rendre compte que si la faim a quand même pris une place importante, ils ont trouvé une petite solution quand même pour un peu remplir leur estomac. Et c'est de manger le voisin qui n'est plus là. Un peu de cannibalisme serait arrivé. Je me doutais que ça allait venir vers du cannibalisme. Oui, un petit peu. Alors, les récits des survivants disent que c'était les gens étaient déjà morts et qu'on a simplement profité, entre guillemets, je sais pas si le terme est bon, mais de leur corps pour un peu se nourrir. Mais on peut quand même un peu se demander, parce que si on peut pousser quelqu'un dans de l'eau en sachant qu'il va mourir, est-ce qu'on peut pas non plus un peu profiter de cet accident, entre guillemets, pour manger quelque chose d'un peu plus frais, quoi.
Et on a 2 écrits qui sont parvenus, alors d'Alexandre Goréard et de Henri Savigny, qui vont écrire vraiment un drame important. Et après tout ça, parce que évidemment l'opinion publique va complètement être qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin comment on en arrive à retrouver 15 personnes dans un état pareil alors que à la base c'était pas une expédition qui était compliquée à gérer. Et le capitaine, donc Chaumaris, qui va très bien, hein, lui, il est rentré depuis longtemps, et il va quand même être jugé et condamné. Alors, on parle de la mort d'une bonne centaine de personnes à 3 ans. Ok. Donc ça va. Mm. Ça va. C'est pas une peine de prison énorme. C'est 3 ans pour son incompétence. On juge qu'il n'a pas été compétent à réagir à temps. Ouais, disons que s'il y avait rien de volontaire il n'a pas voulu tuer toutes ces personnes. En fait, le problème aussi vient un peu d'en haut, quoi. Il aurait jamais dû être nommé pour naviguer, quoi, pour prendre la tête de ce bateau, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il aurait jamais dû être là. Il était ni compétent. Et puis, c'était pas l'homme qu'il fallait. Et en fait, c'est une histoire qui a quand même fait du bruit, surtout aussi pour la politique, en fait, parce que comme tu l'as dit, il avait rien à faire là. Donc les gens se sont questionnés sur mais pourquoi est-ce que cet homme qui avait pas navigué depuis plus de 20 ans était là à s'occuper de 4 navires. Et puis aussi pourquoi il a pris des décisions pareilles, séparer 4 bateaux pour dire qu'il y en a un qui arrivait plus vite que les autres. Enfin, à quel degré en fait il est responsable de ce qui est arrivé. Et donc c'est ce que les gens se sont demandé. Et c'est pour ça en fait que le tableau est né. C'est parce que le peintre voulait un peu parler de tout ça, de la politique, donner un avis aussi sur ça, parce que il a pas choisi de peindre les jolies retrouvailles avec les familles. Il a peint quelque chose. Je sais pas si t'as déjà vu le tableau. C'est pas très. Ouais, j'ai devant les yeux là. Oui, c'est pas le truc le plus gai à voir. Il y a au premier plan, je crois, il y a un corps qui ne doit plus être bien vivant. Ouais, il y a des morts au premier plan. Ouais. Et donc aujourd'hui encore, il y a un peu cette question du est-ce que déjà le cannibalisme était juste parce que il fallait répondre à un besoin et que par chance entre guillemets, le mot chance c'est pas le bon, mais il y avait des gens qui venaient de mourir et est-ce que c'est juste du cannibalisme ou est-ce qu'il y a eu un peu la mise à mort avant d'arriver à cet acte-là? Alors je pense, si je donne mon avis, je pense qu'il y a eu un peu des deux. Les plus maigrichons dans le fond qui n'arrivaient pas beaucoup à se défendre ont probablement eu moins de chances de faire partie des 15 à l'arrivée. Ouais, effectivement, ils avaient peut-être déjà peu de chances de survie à la base. Donc, ouais. Il fallait sacrifier des gens et puis voilà. Et on se demande aussi, moi quand j'ai regardé un peu cette histoire, je me suis demandé un peu aussi à quel point nos comportements, jamais ça ne viendrait à l'esprit d'aller manger quelqu'un parce qu'on a faim, mais en fait à quel point, jusqu'à quel retranchement, si on pousse l'être humain, il peut se comporter de façon un peu civilisée. Est-ce que jusqu'où on est limite, prêt à aller en fait pour la survie? Oui, c'est ça. Est-ce que demain on pourrait manger un voisin de palier parce qu'il n'y a pas le choix, ou est-ce que on est à quel point on est proche de ces comportements qui sont un peu animaliers. C'est quand même fou de s'imaginer manger quelqu'un. Non, j'avoue, ça me fait un peu penser justement à Walking Dead, tu vois. Je sais pas si t'avais regardé la série, mais t'as des clans, t'as un clan qui est où ils sont clairement cannibales. Non, on dit pas cannibaux. Mais non, je sais pas. Je sais pas comment on dit au pluriel. Mais ouais, c'est clairement en fait à un moment donné, t'as sûrement des décisions à prendre. Tu vois, moi par exemple, je suis végétarien. Ok. Mais je me dis peut-être, tu vois, dans une situation extrême, si je devais manger des animaux, parce que moi je le fais par conviction, tu vois, j'ai pas envie de manger des animaux, tu vois. C'est pas parce que j'aime pas, tu vois. Oui, c'est pas une question de goût, c'est une question de. Tu vois, c'est pas une question de goût, mais tu vois, à un moment donné, si j'avais pas le choix, c'était pour ma survie. Peut-être que je remettrais, tu vois, les choses en perspective, quoi. Oui, c'est ça, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on passerait de... Exactement. Est-ce que j'irais jusqu'au cannibalisme? Voilà, c'est encore un autre débat, quoi. Mais c'est vrai que, je sais pas, c'est vrai qu'un peu poser la question comme ça a pas de sens. Tout le monde dirait, non, je vais pas aller manger quelqu'un. Ouais, sauf que quand on n'est pas devant le fait accompli, quoi, c'est encore autre chose, quoi.
C'est ça. Et au final, ils sont revenus qu'à 15. Ouais. Et il y en a probablement eu quelques-uns qui ont fini en déjeuner ou pour survivre. Donc voilà, c'était l'histoire du radeau de la Méduse. Enfin, l'histoire derrière la peinture. C'était trop cool. Et est-ce que on a retrouvé la Méduse? Tu me disais qu'il y en a qui étaient aussi restés. Alors eux, j'ai pas lu grand-chose à leur sujet, donc je pense que ils ont dû soit mourir comme ça sur le banc de sable, ou soit ils sont résignés et ont essayé de partir peut-être à la nage mais bon, je pense en tout cas qu'il ne leur est rien arrivé de bon à ces gens-là. Alors pour le bateau, je sais pas à quel point il a été récupéré. Je crois que qu'ils sont repartis le chercher, mais il devait plus rester grand chose parce que déjà quand il s'est échoué, il a été un peu abîmé, et surtout leur théorie que l'eau allait remonter a probablement vraiment eu lieu et a emporté un peu avec elle peut-être même les derniers hommes qui avaient décidé d'attendre. Ce serait ce serait un super point de l'histoire de retrouver cette épave en vrai. Oui, alors peut-être qu'elle a été retrouvée, j'ai pas réussi à trouver parce que c'est assez difficile, enfin pas assez difficile, mais quand on tape radeau de la Méduse, en fait, 99% des oui, on tombe sur la peinture. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la peinture partout parce que c'est elle qui a rendu populaire entre guillemets cette histoire. Mais derrière, en fait, il y a des vraies personnes qui ont passé une dizaine de jours en train de mourir, quoi, qui sont morts comme ça. Si tu avais le choix entre on imagine les canoës, voilà, c'est les bourgeois, machin, voilà, la loi du plus fort, on n'y a pas accès. Si tu avais le choix entre aller sur le radeau de la Méduse ou rester sur la Méduse et attendre, t'aurais fait quoi? Alors, je suis d'un naturel un peu pessimiste. Alors, je pense que je me serais dit on va pas tenter. On va rester là. On va rester là. Et puis, avec un peu de chance, quelqu'un viendra à temps. Ouais. Mais j'aurais pas tenté la mer. Surtout là, les histoires de requins. Non, j'aurais pas tenté. J'aurais pas tenté, je pense. Tu vois, je me dis la même chose parce que là, du coup, la Méduse a priori, elle a échoué sur un banc de sable. Oui. Et donc, a priori, au moins t'as pas les pieds dans l'eau. Enfin, tu peux a priori te permettre d'attendre un peu. Oui, mais je pense que là où ça a échoué, c'était pas une terre de vie. Donc, je sais même pas si ceux qui sont restés attendaient vraiment quelque chose ou si simplement ils étaient un peu comme juste résignés à pas se battre plus que ça. Et moi, je pense que j'aurais préféré mourir sur le bateau plutôt sur le radeau. Ouais, parce que la mort sur le radeau, il faut imaginer un truc tout. La mort a dû vraiment être très difficile. Je pense que ceux qui sont morts sur le radeau auraient préféré attendre. Ouais, j'imagine sur le bateau, ça devait pas non plus être simple. Il y a forcément eu des problématiques. Il y a peut-être même eu du cannibalisme. Il y a sûrement eu, tu vois, des choses similaires. Oui. Mais là, t'es sur une planche de bois. Bon, le radeau avait l'air quand même assez grand. Mais t'as quand même 150 personnes avec toi. Oui, c'est énorme. Qui veulent survivre. 20 mètres. Ouais. Et qui sont prêts à tout pour survivre. Parce que de toute façon, ils se disent, je pense que même eux, ils se sont dit, personne ne saura ce qu'on va faire si là on fait quelque chose de vraiment monstrueux. Ça se trouve aussi bien que les 150 personnes tenaient tout à fait sur le radeau et que les 15 se sont liés et puis ont décidé d'envoyer tout le monde. Enfin, on saura jamais. Et au final, c'est ça aussi qui... on saura pas dans quelles conditions ils se sont vraiment retrouvés à 15, quoi. En tout cas, c'est super intéressant. Si vous connaissez pas la peinture, le radeau de la Méduse, alors si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous la verrez. Sinon, je mettrai un lien dans la description. Ou sinon, elle est exposée au musée du Louvre. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Je l'ai jamais vue en vrai, mais rien que le fait de le voir sur l'ordi, je trouve que c'est vraiment une peinture impressionnante et ça m'étonne pas en fait qu'elle ait eu autant d'impact en fait. Oui. Après, elle a été, pour la petite histoire autour de la peinture, elle a été exposée 3 ans après le drame. Donc, c'était aussi, c'est aussi pour ça que c'était encore un peu tout frais. Les gens, ils sont arrivés, en fait, c'était pour une exposition, je crois, annuelle au Louvre à cette époque. Les peintres un peu encore en vie, un peu tendance, entre guillemets, venaient mettre leurs dernières œuvres. Et donc, Géricault a mis celle-ci. Elle est très grande aussi, je crois. Elle fait 4 ou 5 mètres sur 6 ou 7. Enfin, elle est quand même, on est sur
elle prend de la place, quoi. Et puis ce qu'il y a dessus, c'est un peu, c'est forcément impressionnant d'avoir ça un peu devant soi, quoi. Non, mais clairement. En tout cas, merci pour cette histoire, enfin ce pan d'histoire que moi je connaissais pas tant que ça en vrai. Et c'était vraiment merci. Super intéressant. Merci à toi. Pas de problème, en vrai, tu reviens quand tu veux. C'était vraiment cool. Pour les auditeurs, n'hésitez pas si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Patreon, comme d'habitude, patreon.com/je suis hop. Ça vous permettra d'accéder à des rendez-vous de l'étrange, des épisodes bonus, des avant-premières, etc. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Salut! Au revoir!